Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Au fil des derniers mois, nous nous sommes presque habitués aux images de la guerre en Ukraine. La guerre encore, désolation et effroi, mais cette fois-ci à Gaza. Vous voyez certainement moins, en revanche, les images de la guerre au Soudan. Un conflit pourtant sanglant qui déchire depuis plus de 2 ans ce pays d'Afrique, déclenché par la rivalité entre deux généraux, vous allez voir. Des milliers de morts, des millions de déplacés dans ce pays immense, le Soudan, un pays martyr qui a déjà souffert pendant plus de 20 ans du régime dictatorial d'Omar al-Bachir. L'occasion de mieux connaître l'histoire tragique de ce pays qui offre par ailleurs une grande diversité de paysages et qui n'aura connu que furtivement l'espoir de la démocratie et de la paix. Sortons nos cartes. Au cœur de l'Afrique de l'Est, voici le Soudan, 50 millions d'habitants, capitale Khartoum. Et voici le Soudan du Sud, un peu plus de 11 millions d'habitants, sa capitale est Djouba. Véritable pont entre l'Afrique équatoriale et le Sahara, les deux pays présentent une grande variété de paysages. Rivages tropicaux du Nil Blanc au Soudan du Sud, savane à la frontière entre les deux pays, hautes montagnes dans le Darfour, dans l'ouest du Soudan, zone fertile entre le Nil Blanc et le Nil Bleu, la Mésopotamie soudanaise, trésor archéologique des pyramides nubiennes en aval du Nil, désert du Sahara proche de la frontière égyptienne, sans oublier la côte de la mer Rouge. Jusqu'à peu, ces deux Soudans formaient un seul et même pays, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Après un demi-siècle de domination britannique, le Soudan est en 1956 parmi les premiers pays du continent à accéder à l'indépendance. Avec 2 500 000 km², c'est alors le plus grand pays d'Afrique. 1989, le général Omar al-Bachir arrive au pouvoir après un coup d'État. Il met en place un régime très répressif, s'appuyant à la fois sur l'armée et les milieux islamistes. Le régime d'Omar al-Bachir perpétue un système de hiérarchisation des populations entre les élites arabes concentrées dans la vallée du Nil et les groupes ethniques marginalisés des périphéries. C'est le cas des populations du Sud-Soudan, majoritairement chrétiennes et animistes. Après des décennies de guerre civile, elles accèdent à l'indépendance en 2011. Le Soudan est désormais scindé en deux, avec au milieu la petite région d'Abyei, revendiquée par les deux camps. Dès 2013, des rivalités ethniques internes au jeune Soudan du Sud vont le plonger dans un nouveau cycle de violence qui perdure encore aujourd'hui. Mais à présent, nous allons nous intéresser au nord, au Soudan. À partir de 2003, d'autres populations marginalisées se soulèvent pour réclamer plus d'égalité, cette fois-ci à l'ouest du pays, dans la région du Darfour. Craignant le démembrement du pays, le régime d'al-Bachir s'appuie sur une milice locale, les Janjaweed, pour mener une répression sanglante des populations civiles Four, Massalites et Zagawa. C'est le massacre systématique de plus de 300 000 personnes, qualifié de génocide par la Cour pénale internationale. Un homme va profiter de ce conflit pour émerger, Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti. Il a peu à peu gravi les échelons jusqu'à devenir le principal chef de guerre Janjaweed, on y reviendra. Économiquement fragilisé par la perte d'une grande partie de sa manne pétrolière avec la sécession du Soudan du Sud, le régime d'Omar al-Bachir s'enfonce dans la crise dans les années 2010. 2018, en réaction aux pénuries généralisées et à la corruption endémique du régime militaire, des émeutes éclatent dans les villes du centre du pays. C'est le début du printemps de Khartoum. Intéressons-nous justement à cette métropole tentaculaire de plus de 7 millions d'habitants, située à la confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc. Khartoum est en fait constituée de 3 villes différentes. Au nord, on trouve Bari, ville industrielle tournée vers l'Égypte et la mer Rouge. À l'ouest, c'est Omdurman, la capitale culturelle historique. Elle forme aujourd'hui une immense étendue de quartiers populaires, peuplés de Soudanais ayant fui la désertification et la guerre. Enfin au sud, entre les deux Nils, Khartoum à proprement parler. On y trouve le palais présidentiel, l'aéroport international et la principale université du pays. C'est notamment autour de cette jeunesse éduquée des universités que va se structurer la contestation. Les manifestants prennent l'habitude de se rassembler ici, devant le quartier général de l'armée, pour exiger la fin du régime.
avril 2019, face à l'ampleur du mouvement, l'armée décide de déposer al-Bachir et d'installer un gouvernement de transition. C'est la fin de 30 années d'une dictature sanglante et un immense espoir démocratique pour la société soudanaise. Sauf que dès 2021, le gouvernement civil est à son tour renversé. Les militaires reprennent le pouvoir. C'en est fini du printemps de Khartoum et des espoirs démocratiques. Le Soudan retombe aux mains de l'armée, ou plus précisément de deux généraux concurrents dont la rivalité va se transformer en affrontement direct à partir de mars 2023, plongeant le pays tout entier dans la guerre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. D'un côté, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête de l'armée régulière. Ses troupes occupent le sud-est du pays et surtout le nord, avec Port-Soudan comme capitale de fait. Face à lui, le général Hemeti, à la tête des forces de soutien rapide, héritières des milices Janjaweed. Il mène la guerre depuis son bastion du Darfour et recrute parmi les cohortes de jeunes désœuvrés de l'ouest du pays. Dans les premiers mois du conflit, l'essentiel des combats se concentre autour de la capitale, Khartoum. Une ville fracturée comme le reste du pays. L'armée régulière, ici en bleu, est repliée dans ses casernes. Elle a recours à son aviation et ses blindés et frappe sans relâche les positions ennemies, n'hésitant pas à viser des quartiers d'habitation. À présent, en jaune, les forces de soutien rapide. Dotées d'un armement léger, elles mènent quant à elles une guerre de mouvement et multiplient les exactions, pillages, massacres et viols. Dans les deux cas, les principales victimes sont les populations civiles. Après 2 années de combats acharnés, l'armée du général al-Burhan parvient à prendre le contrôle de la capitale en mars 2025 et à progresser dans plusieurs régions du pays. Dès lors, les combats se recentrent sur le Darfour, et notamment autour d'El Fasher, dernière ville qui échappait au FSR dans la région et qui a finalement été prise en octobre 2025. Les troupes d'Hemeti mènent alors un véritable nettoyage ethnique dans la ville et filment leurs massacres. Des crimes de guerre comparables à ceux commis à El Geneina par ces mêmes FSR en 2023. Longtemps épargnée, la ville de Port-Soudan, fief du général al-Burhan, se retrouve elle aussi au cœur du conflit à partir de mai 2025, subissant de nombreuses attaques de drones de la part des FSR. En 2 ans, le conflit aurait déjà fait plus de 150 000 morts et la moitié de la population serait menacée par la famine. 13 millions de personnes ont déjà été déplacées, parfois à l'intérieur du pays, mais aussi vers des pays voisins, 1,5 million vers l'Égypte, 1 million vers le Soudan du Sud, 800 000 vers le Tchad. Un conflit initié par la rivalité, on l'aura compris, entre 2 hommes, al-Burhan et Hemeti, et entretenu par des ressorts ethniques, mais qui n'auraient pas pu prendre une telle ampleur et se poursuivre aussi longtemps sans l'implication des puissances étrangères. Qu'elles soient attirées par les nombreuses ressources du Soudan, or, pétrole, produits agricoles, gomme arabique, ou motivées par des intérêts stratégiques, les puissances de la région entretiennent le conflit en fournissant des armes à leurs protégés respectifs, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Commençons par le cas de l'Égypte et de l'Éthiopie, opposés sur la question de la répartition des eaux du Nil et qui se livrent une guerre par procuration à travers les 2 camps qui s'opposent au Soudan. Addis Abeba soutient Hemeti, tandis que le Caire défend le général al-Burhan, passé par l'académie militaire égyptienne. Au-delà, l'armée régulière soudanaise bénéficie du soutien de l'Iran et surtout de la Turquie d'Erdogan et de ses fameux drones Bayraktar. Hemeti, lui, compte avant tout sur les Émirats, très impliqués dans le conflit. La proximité entre les FSR et Abu Dhabi est ancienne, des mercenaires soudanais ayant participé dès 2018 aux opérations militaires émiriennes au Yémen. Mais plus récemment, Abu Dhabi s'intéresse surtout à Hemeti pour son or. Le chef de guerre est en effet à la tête d'un empire aurifère qui lui rapporterait 1 milliard de dollars par an. En échange de cet or venu du Darfour, les Émirats livrent au FSR du matériel militaire sophistiqué. Autre acteur intéressé par cet or, la Russie de Vladimir Poutine via l'Africa Corps, anciennement connue sous le nom de Milice Wagner, présente en Libye et en Centrafrique.
En contrepartie, le groupe paramilitaire russe aurait fourni des armes aux forces de soutien rapide et aurait même combattu à leur côté. Sauf que Vladimir Poutine poursuit un autre objectif en parallèle, celui de construire une base navale ultra-stratégique à Port-Soudan, le long de l'une des routes majeures du commerce d'hydrocarbures. Poutine s'est donc progressivement rapproché aussi du général Al-Bourhan, maître de Port-Soudan, et a obtenu le 12 février 2025 un accord pour la construction de sa précieuse base sur la mer Rouge. Un double jeu russe qui se fait une fois de plus au détriment de la population soudanaise. Voilà pour ce voyage au Soudan, pays martyr qui n'a que trop connu la dictature pendant les années al-Bachir, puis la guerre depuis 2 ans, cette guerre que nous regardons peu ou pas et dans laquelle on l'a vu interfère un certain nombre de puissances étrangères, sans oublier le voisin, le Soudan du Sud, qui lui aussi inquiète les Nations Unies, lesquelles dénonçaient en juin 2025 l'escalade des offensives militaires, la répression politique et la présence militaire étrangère au Soudan du Sud. Pour creuser la période spécifique du printemps de Khartoum en 2018, cet ouvrage Lutter en ville au Soudan, mouvement militant contestataire de la révolution contemporaine par Clément Dessay. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.